je ne suis pas sûr qu'on aurait des élections anticipées et je ne suis pas sûr qu'on n'aura pas des élections anticipées. Tout ça dans les mains d'une seule personne, le patron. Daniel Ben-Simon, bonjour Boker Tov. Bonjour Daniel Haïk. Merci d'être avec nous de si bon matin sur Studio Kalita. Alors, vous m'avez forcé là. Voilà, je vous ai forcé la main, effectivement, et j'admire votre courage de vous lever de si bon matin. Ensemble, je voudrais que nous essayions de mieux comprendre un peu vers où se dirige la classe politique israélienne. Je rappelle que vous êtes journaliste dans le présent, mais également ancien député travailliste. Et écrivain. Alors, on a du mal à comprendre ce que veulent Benny Gantz et Benjamin Netanyahou. À votre avis, ils veulent absolument projeter le pays vers de nouvelles élections, dissoudre la 23e Knesset et aller donc vers un nouveau scrutin un an après le précédent, ou alors il s'agit d'une sorte de tactique, d'un bras de fer à l'issue duquel eh bien, les deux vont rentrer dans le rang et continuer à vivre ensemble tant bien que mal? C'est fort possible que c'est une tactique et non pas une stratégie à long terme. C'est un jeu politique qui a toujours existé dans la politique israélienne. On ne fait que de la politique. Et Benny Gantz, qui est nouveau arrivé au Oleh Hadash dans la politique israélienne, commence à aimer ce jeu. Alors il joue aussi son jeu de sa façon, mais on ne sait pas exactement où ça va. Est-ce qu'on va pour des élections anticipées? Si oui, dites-le. Quelques mois avant, dites-le, dites aux Israéliens qu'on se prépare. Sinon, dites que non. Mais le jeu est là et tout le monde jouit ce jeu. Et c'est quelque chose, en tant qu'ancien député, vous savez, on ne fait que ça. On joue les jeux politiques, des scénarios pour voir qui va gagner à la fin. Et le pays n'est pas toujours en première priorité. C'est surtout le jeu politique du politicien et du parti. Mais le pays paye le prix parce que cette incertitude, quelques semaines avant la décision finale, à la suite du budget, s'il passe ou pas, ben ça, c'est pas bien. Mais tout le monde joue le jeu. Et pour vous dire, c'est quelque chose qui il y a du bruit, il y a des tonnerres qui sont... on a bien compris qu'il pleuvait actuellement. Voilà, même dans la politique. Voilà, c'est ça. Alors, à votre question, je ne suis pas sûr qu'on aurait des élections anticipées et je ne suis pas sûr qu'on n'aura pas les élections anticipées. Tout ça dans les mains d'une seule personne, le patron. Le patron, c'est Benjamin Netanyahou, le patron, et le sentiment général, c'est qu'on va vers des élections, mais on a du mal à comprendre quel est l'intérêt, dans le cas précis de Benjamin Netanyahou, de se projeter vers un nouveau scrutin, même si les sondages aujourd'hui lui sont favorables, mais ce sont des sondages trompeurs, parce que un homme comme Naftali Bennett, qui est aujourd'hui très populaire dans les sondages avec son parti Yamina, a dit hier, il n'y a plus de bloc de droite, et effectivement, le sentiment, c'est que le bloc de droite qui a projeté Netanyahou, permis à Benjamin Netanyahou de se protéger, on va dire, et de rester Premier ministre pendant les 18 mois de crise, bien, aujourd'hui, il n'existe plus. C'est vrai. Mais c'est surtout des calculs, pour le moment, c'est des calculs à court terme. Et Netanyahou est convaincu qu'il va rester le patron même après ces élections. Il a le bloc religieux ultra-orthodoxe. Il a maintenant des nouveaux partenaires. Il est en train de parler avec... Et ce qui est extraordinaire, Daniel, c'est que je parle du parti arabe. Oui, Mansour Abbas, Raham. Oui, c'est-à-dire que c'est... Abbas Mansour, plus exactement. En tant que quelqu'un qui vient du parti travailliste, je dois dire qu'il a démontré un courage extraordinaire en légitimant les partis arabes. Parce que si quelqu'un d'autre aurait fait ça, il aurait été puni par les électeurs. On a toujours dit que les Arabes, quoi qu'ils soient ou à la Knesset ou dehors, c'est pas des gens, on ne peut pas faire confiance à ces gens. Oui. Ils font pas partie du congrès sioniste. Et là, Netanyahou mène des négociations avec Mansour pour vous dire qu'il ouvre le chemin. Alors, je ne sais pas s'il est de gauche ou de droite, mais en tout cas, même avec les pays du Golfe, il fait ce qu'il veut de sa façon. Et vous savez, la semaine dernière, avant d'aller en Arabie Saoudite, c'était la réunion du Corona. Je crois qu'il a dit qu'il doit quitter un peu avant la fin du meeting. Et il est allé en Arabie Saoudite sans dire un mot à son numéro 2, Gantz, sans dire un mot à Ashkenazi, et ni au chef d'état-major, pour vous dire que c'est un one-man show. Il fait ce qu'il veut.
Et il a le droit de le faire, il avait le droit, à votre avis, de le faire, Benjamin Netanyahou, de mettre de côté, on va dire, Benny Gantz, surtout quand on connaît les relations tumultueuses qu'ils entretiennent? Non, pas du tout, pas du tout. Il devait, même pour le respect de son partenaire, lui raconter qu'il est en route pour l'Arabie Saoudite, qu'il prépare quelque chose. Mais Pourtant, Dany, vous avez suffisamment d'expérience et politique et journalistique pour savoir que, par exemple, les accords d'Oslo ont été négociés dans le plus grand secret, que Shimon Peres n'a prévenu Rabin que lorsqu'ils étaient bien avancés, et que le 9 septembre 93, lorsque l'on a appris l'existence de ces accords, l'armée israélienne est tombée à la renverse, elle n'était pas du tout au courant. Mais Daniel, vous avez raison, le pays a besoin de secrets, a besoin de gens qui fassent des choses secrètes, parce que c'est l'intérêt de l'État, l'intérêt national. Là, Oslo, c'est des mois de travail auparavant, mais là, c'est quelques minutes avant d'aller à l'aéroport, il pouvait lui dire un mot, pour lui dire que je vais m'absenter pour quelques heures pour des raisons, je vais vous dire de quoi, et vous me remplacez au cas où il arrive quelque chose. Et c'est un avion privé, commercial, petit. Tout pouvait arriver. Pour vous dire, ce n'est pas seulement la sécurité nationale, c'est le manque de respect qu'il a pour Gantz. Gantz a décidé de nommer cette commission d'enquête pour les sous-marins, et là, ça a tout changé. Alors, je ne sais pas si on va pour des élections, parce que Gantz n'est pas favorable. Mais quel est l'intérêt pour Gantz d'aller vers des élections alors que les sondages lui donnent, dans le meilleur des cas, 9 à 10 députés? Daniel, il ne veut pas aller aux élections. Il ne veut pas. Il veut rester à tout prix. Sa position, c'est le public, c'est l'opinion publique, c'est la presse qui le pousse vers ça, c'est les membres du Kahol Lavan qui sont de moins en moins nombreux, jour après jour. Et là, ses amis lui disent Benny, fais quelque chose, dramatique, pour qu'on arrête cette hémorragie électorale. Mais il ne veut pas aller. Il est très content de son poste. Il est Premier ministre à côté, parallèle avec Netanyahou. Il a 7 voitures qui vont derrière lui. Il a des garde-corps. Il a tout ce qu'il a toujours aimé. Le politique cérémonial. C'est pas un homme sérieux dans la politique. Et je crois qu'en fin de compte, il terminera sa carrière politique d'une façon très négative parce qu'il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Il n'a jamais compris le jeu de Netanyahou. Netanyahou est trop rusé pour lui. Il est trop rusé pour tout le monde. Ouais. Et là, je crois qu'il va payer le prix. Même Ashkenazi. Alors justement, je voulais un mot sur Ashkenazi parce que je pense qu'il a au moins peut-être un point commun avec vous, c'est qu'il n'aime pas particulièrement Ehud Barak, mais c'est que Ashkenazi a peut-être des ambitions justement de remplacer Benny Gantz et de se positionner comme un leader alternatif à Binyamin Netanyahou. Alors il lui a dit dernièrement, il faut quitter à tout prix et plutôt la politique, sinon on va payer le prix pour toute notre carrière. Alors il vaut mieux quitter maintenant, tant que c'est encore, on a la possibilité de retourner dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais aujourd'hui, si on reste, c'est une humiliation qui continue et on va la payer cher. Et Gantz lui dit attendez encore un peu, on va continuer un peu. Mais c'est pas, même sur ça, il n'y a pas de décision claire. Et Netanyahou est à côté, il voit cette cruauté au sein du parti de Kahol Lavan, cette hémorragie, et continue à punir ce parti de sa façon, comme il a puni Ehud Barak, comme il a puni d'autres politiciens. Il a sa façon de faire, et je ne sais pas jusqu'à quand. En fait, quand il partira, ce sera pour des raisons judiciaires, pas politiques. Il a sa façon de faire avec les électeurs, et je ne sais pas jusqu'à quand, mais pour le moment, il demeure le patron, et la question, comment ça va se terminer, cette alliance avec Gantz et Ashkenazi. Mais Ashkenazi est il est vraiment, il a cette impression que ça peut se terminer très très mal. Une tuerie politique de non-retour. Ça veut dire qu'ils vont sortir maintenant, ils auront des élections anticipées, ils vont faire très très mal. Et ce qui est intéressant, Daniel,
c'est qu'on prépare une nouvelle gauche israélienne. Je ne sais pas si ça va marcher. Justement, j'allais vous poser la question parce que en parlant de pragmatisme comme celui de pragmatisme politique comme celui d'Abbas Mansour, ce leader donc de la liste Ra'am, liste islamiste dans la liste arabe unifiée, qui se rapproche de Binyamin Netanyahou, je m'interroge puisque je parle à un responsable travailliste et que le parti travailliste dans les sondages ne passe pas du tout le seuil d'éligibilité. Finalement, est-ce que l'un des ratages les plus importants de la vie politique israélienne de ces dernières années, ce n'est pas le manque de pragmatisme du parti travailliste qui aurait pu, puisqu'il est actuellement dans le gouvernement, on l'oublie presque, mais Amir Peretz est actuellement dans le gouvernement, il aurait pu peut-être tirer son épingle du jeu et faire montre de pragmatisme politique, dire je veux sauver avant tout mon parti, je veux sauver avant tout mon électorat et se rallier à Binyamin Netanyahou il y a un an avant que l'idée d'un gouvernement d'union nationale ne se consolide. Daniel, le Parti travailliste n'a pas la force de se rallier, il n'a pas la force de quitter, il n'a pas la force d'exister. Ah oui, oh là là. Est-ce que c'est clair? C'est très clair, mais vous êtes très pessimiste là. Non, parce qu'il y a un poste pour Amir Peretz, il y a un poste pour Itzik Shmouly, mais il n'y a plus rien. Les sondages donnent 0 à côté du 0. Un peu moins, un peu plus, mais c'est le 0 toujours là-bas, parce que les électeurs ont marre de ce pragmatisme travailliste qui est surtout basé sur un égoïsme politique. On cherche des postes. Il n'y a rien de clair dans cette idéologie et je crois que les électeurs ont décidé d'abattre ce parti. Il n'existe plus dans les sondages et maintenant la seule chose que Amir Peretz essaye de faire, c'est de trouver une place avec Kahol Lavan, avec Gantz. Est-ce que Gantz dira oui? S'il dit oui, Amir Peretz fera partie de ce parti Kahol Lavan et ce sera la fin du Parti travailliste. Et donc vous nous dites, pour terminer, vous nous dites que il faut créer une alternative à gauche, donc même à Bleu-Blanc et certainement à Binyamin Netanyahou en créant une nouvelle formation politique de gauche qui sera beaucoup plus adaptée à la réalité actuelle. Oui, et jouer un jeu un peu comme les ultra-orthodoxes et offrir un parti au gouvernement qui est prêt à payer. Là, ce n'est pas aux ultra-orthodoxes, mais à la communauté arabe. Vous nous donnez, on vient avec vous. Voilà. Il n'y a pas de différence entre gauche et droite dans ce domaine, alors voilà. Eh bien, Daniel Ben-Simon, merci beaucoup. C'était comme d'habitude très intéressant de dialoguer avec vous. Bonne journée et protégez-vous bien de la pluie ce matin. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Voilà.